Évidemment, c'est super qu'Ethereum fasse une transition de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. La proposition 1559, qui crée une pression déflationniste sur la masse d'Ethereum en circulation, pose des questions importantes et souligne la tension qui existe entre l'inflation des jetons et leur utilisation. À mesure que l'utilisation augmente, la valeur nominale de chaque ETH augmente. Et donc le coût associé à l'usage d'applications construites sur Ethereum augmente, puisque les frais sont dénominés en ETH. Il y a donc deux intérêts concurrents. D'une part, l'intérêt de celui qui veut construire une application sur le protocole. Par exemple, une application qui, je ne sais pas, créerait hypothétiquement 1 million de NFT par jour. Et d'un autre côté, l'intérêt des détenteurs d'Ethereum qui veulent voir la valeur faciale de leurs actifs continuer à augmenter par le biais d'une spirale déflationniste. Mais comment trouver un équilibre ? Et puis, il y a la question de savoir ce qui arrive à l'Ethereum staké pour maintenir le protocole. Quand, comment et à quelle vitesse est-il possible de le récupérer ? Et quelles seront les conséquences pour le prix de l'Ethereum ? Il y a donc beaucoup d'incertitudes et beaucoup de spéculations, notamment par le biais d'options. Les indicateurs montrent que le taux d'options prises sur le Bitcoin atteint des niveaux inégalés. En général, je pense qu'il est difficile de répondre à toutes ces questions. La manière dont le gaz, les frais de transaction sur Ethereum, sont calculés, va-t-elle changer significativement suite à l'adoption de la preuve d'enjeu, ou au contraire va-t-elle rester plus ou moins la même ? Les effets du merge là-dessus vont être difficiles à prédire. Et globalement, difficile de savoir si le changement causera des mouvements à la hausse de l'Ethereum. Ce qui est sûr, c'est qu'Ethereum dérive sa valeur de l'usage des applications basées dessus. Si on étudie le protocole 2 minutes, on comprend qu'il n'y a pas de déflation s'il n'y a pas d'usage des applications. Parce que la proposition 1559 consiste à brûler une part des frais payés pour faire fonctionner ces applications, contrairement à un simple transfert d'ETH d'une personne A à une personne B qui ne cause pas cet effet. On peut donc généralement dire que le succès d'Ethereum en tant qu'ordinateur mondial décentralisé dans les 10 années à venir dépend principalement du succès de ses applications. Par exemple, s'il existe un meilleur moteur de recherche sur Ethereum, il sera en concurrence avec Google, Amazon, etc. À mon avis, le prix d'un jeton basé sur un protocole n'apporte aucune information, que ce soit au sujet de l'adoption du dit protocole ou au sujet de la valeur fondamentale des cryptos. L'exception notable à ça, c'est le Bitcoin, qui est utilisé comme réserve de valeur. Même s'il existe le Lightning Network et d'autres applications que les maximalistes ne manquent pas de mentionner, ce n'est pas à mon avis une plateforme suffisamment flexible pour construire des applications dessus. Bien sûr, on peut toujours la faire évoluer. Dans ce cas, ça poserait d'autres questions. Mais bref. Je dirais que ce qui fait vraiment la différence pour moi, c'est l'idée d'applications décentralisées pilotées par des contrats intelligents, des smart contracts. J'ai auparavant mentionné la possibilité d'utiliser ces derniers pour créer des crédits carbone. La question qui se pose dans ce genre de cas, c'est pourquoi avons-nous besoin de jetons pour ça ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi ne pas simplement créer quelque chose de facile à acheter, comme un certificat par exemple ? Quelle est au fond la différence ? Eh bien, la différence a à voir avec les normes et les standards en place pour gérer les paiements et les redevances, le stockage, etc. Ces choses ne sont pas nécessairement disponibles via des applications de base de données traditionnelles. Je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai passé 8 ans dans ma première entreprise à écrire des applications de base de données distribuées. Je pense que la blockchain apporte un énorme avantage dans le domaine. Je pense également que les DAO sont dans une position unique, non pas parce que tout le monde peut voter, mais parce que ce sont des organisations qui sont nécessairement structurées différemment. Une organisation verticale aura toujours du mal à passer outre sa hiérarchie, alors que les détenteurs des jetons d'un DAO ont une voix et une influence comparativement supérieures. Bon, bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Les gens qui fondent un DAO le contrôlent totalement, peu importe son degré d'ouverture à la communauté. Mais on ne peut pas non plus nier que celle-ci ait en général leur mot à dire sur l'évolution de la structure. Si le DAO est correctement construit, il n'y a pas de hiérarchie, dans le sens où l'on l'entend traditionnellement, ce qui est un grand pas en avant pour de nombreux types d'entreprises. À mon avis, il existe différentes manières d'utiliser les cryptos dans des applications diverses, du fait notamment des avantages liés à leur décentralisation. Prenons un exemple, une demande de règlement adressée à une assurance médicale. Mettons qu'on a un réseau constitué de 10 000 nodes. Chaque node est créé en stackant un nombre conséquent de jetons et en faisant suivre une formation à son créateur. Cette formation consiste, entre autres,
en l'apprentissage de toutes les règles d'approbation ou de refus d'une réclamation médicale, que ce soit une réclamation préalable ou des suites d'un sinistre. Les nodes utilisent une méthode de scaling, comme un roll-up optimiste, et peuvent remettre en question le jugement d'autres nodes. Est-ce que le refus d'une demande est bien fondé? Ou alors est-ce qu'on a affaire à une fraude à l'assurance, comme on peut le voir souvent? Si deux nodes dans un roll-up se trouvent en désaccord, on donne les jetons stakés de celle qui a tort à celle qui a raison. C'est une approche novatrice pour traiter ce genre de réclamation d'assurance qui, je pense, a du mérite et qu'on peut mettre en place avec un DAO ou avec une organisation plus traditionnelle. Jusqu'à maintenant, les créateurs de compagnies d'assurance ont dû avoir recours à des structures verticales, étant donné les montants en jeu. Et on voit bien les conséquences de ça. C'est que ces entreprises font tout leur possible pour refuser les demandes de leurs clients, plutôt que de leur donner suite. On pourrait, à mon avis, régler ce problème différemment en faisant des contrats d'assurance qui soient des smart contracts, des contrats intelligents autonomes, avec une extension qui les connecte au monde réel, et notamment avec les instances judiciaires. Ce genre de contrat hybride va fondamentalement changer la donne. Ces révolutions technologiques ne sont pas faciles à opérer. Elles sont chères à mettre en place et prennent du temps avant de bien fonctionner. Et pas seulement quelques mois, mais souvent plutôt quelque chose comme 5 à 10 ans. Mais quand elles sont là, tout change. La beauté des cryptos tient au fait qu'elles peuvent rendre une entreprise meilleure et plus efficace. Elles ouvrent de nouvelles opportunités et rendent possible de nouveaux modes de gestion, ce qui est fantastique. Par exemple, la crypto est mondialisée par défaut, ce qui est un objectif difficile à atteindre avec une entreprise traditionnelle. Mais quoi qu'il en soit, le plus important est que le projet est une forme d'utilité. Ne vous laissez pas influencer par la valeur d'un jeton et la manière dont elle fluctue. Il faut d'abord et avant tout regarder l'utilité du projet pour le consommateur en tant que personne. Si vous trouvez qu'un projet a de la valeur, c'est probablement une bonne idée d'investir dedans, surtout si vous-même utilisez ces jetons de manière pratique pour vous faciliter la vie. Je ne sais pas si vous connaissez Peter Lynch. C'est un investisseur de la vieille école. À l'époque, quand on lui demandait des conseils pour placer son argent, il disait « La meilleure façon de déterminer ce dans quoi il faut envisager d'investir, c'est de commencer par regarder ce qu'on achète en tant que consommateur. Quand on va dans un centre commercial, y a-t-il un produit qu'on aime et dont on ne peut pas se passer, qu'on utilise tous les jours? Se poser ce genre de questions est un bon premier pas pour faire un investissement de qualité. Et c'est la même logique dans la crypto. Si on a les yeux rivés sur le prix d'un token, qu'on espère qu'il va monter, et qu'on se met à utiliser tout le jargon associé à ce genre de spéculation, on est cuit, c'est couru d'avance. Au contraire, si on utilise le jeton et qu'on en tire un avantage clair, là, c'est bon signe. Tout comme quand on pense au début du smartphone, où certaines applications ont prospéré parce qu'elles étaient tout simplement plus utiles que d'autres. Y a-t-il une ou plusieurs applications qui, à mes yeux, changent la donne et pourraient potentiellement changer le monde? C'est dans ces tokens que je veux investir, parce que je leur trouve une utilité.